Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 12 août 2021. De nombreuses plages exigent désormais un pass sanitaire. Pour contrer cette mesure contraignante, le maire de Talloires a décidé de rendre gratuite sa plage municipale. Tout autre sujet à présent, il fabrique des couteaux artisanaux depuis 5 ans dans son petit village de Savoie. Agathe Bilstein nous emmènera à la rencontre de Stéphane Thomas, un forgeron dévoué. Avec une chaleur avoisinant les 32 degrés, les vacanciers sont venus se rafraîchir du côté de Talloires, avec ou sans passe sanitaire. On est tous vaccinés, donc on est 6 adultes et les 6 sont vaccinés, donc on pouvait se déplacer n'importe où, sur Annecy ou autre. J'ai pas encore totalement passe sanitaire, donc l'accès à certaines plages privées qui sont de la même gamme, c'est compliqué. Notre famille avait le pass sanitaire, mais on est avec des amis qui ne l'ont pas. Donc on a choisi cette plage parce que voilà, il n'y avait pas besoin de pass sanitaire et que ça nous arrangeait. Voilà, je suis vacciné, donc je me donne quand même la possibilité malgré tout de sortir cet été un petit peu. Même si la plage est devenue gratuite et donc sans contrôle de passe à l'entrée, les familles gardent leur distance. Jean-Luc est venu de Paris pour surveiller ses petits-enfants. Pour lui, pas question de baisser sa vigilance. On fait très attention, on conserve quand même quelques gestes barrières, même si je suis moi-même vacciné ainsi que toute ma famille. Et puis on évite du moins on respecte les règles basiques des gestes barrières tels qu'ils sont préconisés. Instaurée avec 1 an d'avance, cette mesure vise avant tout à assurer la sécurité des nageurs. Même si le maire n'est pas contre le pass sanitaire, pour lui, le risque de baignade est plus important que le risque sanitaire. Si la plage était payante avec un pass sanitaire, on pense qu'une bonne partie serait en train de se baigner dans le port de Talloires ou au bord de la départementale un peu plus loin. Donc finalement, de mettre une mesure qui est pour la sécurité sanitaire, on crée une mesure d'insécurité au niveau de la baignade. Je préfère que les baigneurs soient dans ma zone de baignade et pas à l'extérieur. On est intervenu encore aujourd'hui pour des petits malaises, de la bobologie, etc. Donc je pense qu'il est davantage intéressant que ça se passe ici plutôt que sur des endroits non aménagés et où les gens seraient par conséquent pas surveillés. Depuis la mise en place du pass sanitaire, la société qui gère la plage n'a pas observé d'affluence particulière. Ces derniers jours, près de 1000 personnes ont fréquenté la plage, contre 1200 en temps normal. Reste à savoir si la préfecture n'imposerait pas le pass sur toutes les plages. Tout commence par du feu et des coups de marteau. Stéphane est seul dans son atelier face à son acier. Il a quitté son travail dans le marketing il y a quelques années pour poursuivre son rêve, fabriquer des couteaux. Qu'ils soient pliables ou droits, il déploie toute sa sensibilité dans son art, ce qui rend chaque pièce unique. Là, je vais travailler un peu sur le tranchant, je vais travailler avec le petit marteau pour essayer de l'aplanir un petit peu, donner un peu de régularité. De la régularité, ce n'est pas ce qui a convaincu Maxime Meyer, bien au contraire. Le chef triplement étoilé d'un restaurant à Saint-Martin-de-Belleville est tombé amoureux des couteaux de Stéphane. Au bout de 2 ans, ce dernier lui en a livré 80 pièces haute couture. Tous mes couteaux sont uniques en fait. Et les premiers que j'ai forgés pour Maxime, ils étaient vraiment très différents. Ce qui était intéressant, c'est que sur la table, on voyait une unité, mais quand on mettait les couteaux l'un à côté de l'autre, ils étaient très différents. Donc c'était super, quoi, parce que c'est aussi ce qu'ils recherchaient. C'est vraiment cette patte artisanale, quoi, ce côté irrégulier et puis pièce unique. Tellement unique que ces couteaux se font rares. La production de Stéphane est à flux tendu. Il ne vend ses couteaux que dans 2 magasins partenaires ou sur les marchés. Parfois, les gens s'arrêtent par curiosité à la fenêtre de la forge et repartent avec une précieuse lame, un style de vie qu'il a recherché. Quand on a le marteau en main et qu'on est face à l'enclume, ça on se retrouve à l'époque médiévale, quoi. C'est ça que j'aime. Il y a tellement de talent en artisanat que j'avais envie de faire partie de ça, quoi. Je voulais devenir artisan en fait. C'était un rêve pour moi. Pour moi c'était la liberté. Cette liberté, il l'a enfin trouvée. Après une courte formation en Ariège, il a appris sur le tas. Stéphane se concentre sur les couteaux au point de maîtriser l'art du lancer entre 2 étapes de fabrication. Pour la suite, il rêve de faire des heurtoirs de porte, même s'il n'y connaît pas grand-chose. Après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Moins connue que le Corcovado à Rio ou le sanctuaire de Lisbonne, la statue du Christ roi des Ouches domine la vallée de Chamonix. Haute de 25 mètres et installée sur un éperon rocheux à 1300 mètres d'altitude, cette statue monumentale a été construite entre 1933 et 1934 sous l'impulsion du curé des Ouches, l'abbé Claude-Marie de Lazia. En moins de 4 ans et grâce à une souscription lancée en 1929, l'abbé parvient à récolter les fonds nécessaires pour ériger la statue. L'abbé souhaitait ainsi rendre hommage au pape Pie XI qui avait gravi le Mont Blanc en 1890 et élevé une statue qui concrétise l'idée portée par l'encyclique qui proclame la royauté universelle du Christ. C'est colossal, hein, à cause de l'élan. Alors quand elle est vue de la vallée, elle semble petite, mais quand on est à côté, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. De toute façon, c'est bien le fait qu'elle soit monumentale qui a motivé les concepteurs de l'époque. Normalement, c'est la paix. L'amour entre les hommes, ça c'est le message porté par le Christ roi lui-même. Et puis derrière, porté plus par le curé local, c'est, disons, les victimes des deux guerres et puis les victimes de la montagne. On est dans la couronne, derrière l'auréole du Christ, voilà. Donc c'est un balcon, une chaire face au Mont Blanc, face à la grandeur de la chaîne du Mont Blanc. Émanation de l'art décoratif et conçue par l'architecte Georges Serra, la structure de la statue est en béton armé et son poids est de plus de 500 tonnes. Le Christ roi des Ouches est la deuxième plus haute statue de France, après celle de Miribel dans l'Ain, statue de la Vierge du Marillier, qui culmine à 32 mètres. Il reste beaucoup de curiosité de la part de la plupart des gens qui la côtoient. Il y a de l'intérêt, mais qui est très proche de la curiosité. Bon, après, il y a toujours le côté cultuel avec au moins un office par semaine l'été. Récemment inscrit au titre des monuments historiques par le préfet de région à l'initiative de la direction régionale des affaires culturelles, le Christ roi des Ouches est désormais placé sous la protection du ministère de la Culture. Une véritable reconnaissance de la valeur patrimoniale et spirituelle de cette statue monumentale dont le regard accroche définitivement le Mont Blanc. Bon, c'est vrai, les années précédentes, j'étais pas totalement sorti de ma zone de confort. J'avais testé pour vous le parapente ou encore l'alpinisme. Mais cette année, je me suis dit, je mouille le maillot, je tombe à l'eau. Pour tester le surf en eau vive. C'est parti! J'ai donc contacté l'association des surfeurs d'eau douce qui m'a donné rendez-vous dans un de leurs spots favoris. L'occasion pour moi de découvrir ce sport, tout d'abord en regardant les mettre à l'œuvre. Alors David, explique-moi, pour moi qui suis néophyte total, comment ça se passe, quels sont les gestes à avoir, les réflexes à avoir, comment ça se passe en gros? Alors en surf de mer comme en surf de rivière, c'est la première étape, c'est de se mettre à l'eau, se mettre sur la planche pour en fait régler la flottabilité. Si on est trop en arrière, du coup on va trop freiner, trop en avant le nez va couler, donc il faut trouver son équilibre. À partir de là? À partir de là, dépendant des vagues, soit on saute du bord, soit on prend un palonnier pour aller à la bonne portion de la vague. Donc on saute dans la vague, on se met à plat ventre avec le réglage qu'on avait trouvé juste avant. On reste à plat ventre, on garde les mains sur la planche, pas sur les côtés pour trouver la glisse, trouver le bon réglage pour rester dans la vague. Et une fois qu'on a le bon réglage, du coup on peut se lever. Au début on va tomber et puis au bout de quelques essais on va pouvoir se mettre à surfer. Et je peux vous garantir que ça envoie, et ce dès la mise à l'eau. L'impression de glisse est immédiate, même si au final, et malgré de nombreuses tentatives, jamais je n'ai réussi à me redresser sur la planche. L'occasion d'ailleurs de faire un petit point sécurité, on ne sait jamais. Alors la base déjà de surf en rivière, c'est normalement le mieux c'est de ne pas avoir de leash. Par contre, on peut aujourd'hui encore avoir des leashs très fins et les porter au niveau du bras. Parce que le problème principal, c'est si le leash peut se faire prendre dans un caillou, un obstacle en profondeur, on pourrait être du coup coulé vers le fond et on aurait une énorme difficulté, voire pas la possibilité de venir déscratcher en fait, le leash qu'on a l'habitude de mettre au pied en surf à l'océan. Et
En surf de rivière, il faut vraiment proscrire la tâche au pied. Bon, je vous avouerai que c'est avec une certaine appréhension que je me suis jeté à l'eau, mais une chose est sûre, les sensations de glisse sont tout de suite au rendez-vous. Le surf en eau vive, c'est le vrai compromis entre la nature et les sensations extrêmes. Bref, un sport que je conseille à toutes et à tous. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Thierry Polm. Passez une très belle soirée sur notre antenne. À demain.